Le cerveau, quand il sent qu'il n'y a pas de danger, il t'amène dans la logique. Euh, Ce qui est génial, tu prends des décisions, c'est ce qui te permet de faire un plan de vie, d'avoir une vision, de te dire quelle est la stratégie. Une stratégie se fait quand tu as un système nerveux qui n'est pas en danger, donc qui n'est pas en mode survie. Quand tu as un système nerveux qui est maintenant se sent en danger, tu as beau essayer de faire la stratégie, en vrai, c'est ton cerveau derrière là, ton amygdale, et qui essaie de te dire en fait de prendre le contrôle de tout ce que tu fais. Le cerveau est clairement l'organe le plus complexe du corps humain. Mais peut-on le contrôler? Peut-on contrôler notre cerveau en fonction de tel ou tel objectif que l'on a? Ou peut-on contrôler notre façon de réagir ou de ressentir quelque chose? En fait, pourquoi réagit-on à une situation donnée par le stress, la peur, le calme, etc. Ce sont toutes ces questions que nous avons abordées dans le podcast du jour avec Vanny Inem, ingénieure et neuropsychothérapeute. Vanny, au fil des années, a accompagné près de 2000 personnes dans 30 pays différents. Elle a développé une vraie expertise sur le fonctionnement de notre cerveau qu'elle applique dans ses accompagnements, mais également dans sa vie personnelle. Une interview hyper intéressante qui m'a vraiment passionné. J'en profite d'ailleurs pour vous inviter à vous abonner au podcast pour recevoir tous les nouveaux épisodes et à liker la vidéo, car c'est vraiment ça qui fait exister le podcast. Sur ce, je vous souhaite une très bonne écoute. Salut Vanny. Coucou Jude, ça va? Ouais, ça va et toi? Moi ça va super bien comme toujours. Ah ben génial. Je te remercie vraiment beaucoup de m'accorder ton temps Avec grand plaisir. pour relancer un peu ce podcast. Ça fait longtemps que j'ai pas fait que j'ai pas fait d'épisode, donc j'ai un peu disparu des réseaux. Et puis ben je suis ravi de, de, de recommencer avec toi cette nouvelle saison, on va dire, et puis ce nouveau format également. À distance, ce qui me permettra, j'espère, d'interviewer des personnes sur d'autres territoires que la Guadeloupe, sans bouger de chez moi. Donc c'est parfait. Écoute, on va commencer par une toute première question pour toi. Je voudrais que tu me parles de la dernière fois que tu as dû sortir de ta zone de confort. Tu commences ça par une petite question, hein. Non, c'est volontaire. C'est un peu brise-glace. La dernière fois que je suis sortie de ma zone de confort, plus grosse zone de confort, c'était en février quand je suis revenue en Guadeloupe. Mhm. Et puis récemment, un peu plus récemment, il y a un mois et demi pendant le séminaire avec des traders. D'accord. Ok. Et qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cet épisode-là particulièrement? Celui avec les traders? Ouais. Celui avec les traders, c'est parce que c'est un événement. Alors, il faut savoir que moi, j'accompagne les traders dans tout ce qui est psychologie. Donc, vraiment le mindset du trader et du trader rentable, pas le mindset d'un trader juste pour être trader. Ouais. Et du coup, je travaille avec mon frère Gaël, qui a une plateforme qui s'appelle Alpha Trading Pro et qui, du coup, accompagne plus de 1000 traders à travers le monde. Ok. Et une fois par année, une à deux fois par année, il y a des séminaires qu'on organise. On fait les séminaires en Guadeloupe, comme ça permet de mettre en avant l'île, de travailler un peu tout ce qui est culture et tourisme, parce qu'il y a des activités également, et travailler le trading dans des conditions paradisiaques finalement. En plus de ça, ce qu'on a fait cette année, c'est qu'on a eu un cadre qui était majestueux, vraiment différent, qu'on a eu à Saint-François en Guadeloupe. Mais on a eu des traders qui venaient à la fois de l'île, mais aussi des traders internationaux, majoritairement. Et ce qui était différent pour moi, c'est l'approche que j'ai eue avec eux. Habituellement, quand on a un séminaire sur 7 jours, on est plus en superficiel. Et là, j'ai eu du coaching du matin, de 7 heures du matin à 22 heures tous les soirs, Ah où ouais. il fallait accompagner avec eux, discuter de manière très individuelle sur des problématiques finalement qui correspondaient à tout le monde, mais avoir des discussions intimes, j'ai envie de dire vulnérables même, avec les traders un à un. Et c'était différent pour moi parce que je n'ai jamais tenu un marathon aussi long dans tout ce qui est psychologie. Ouais. Ouais. Donc de 7 heures à 22 heures pendant 7 jours. Exactement, Waouh. exactement.
parce qu'on a commencé le dimanche. Il y a des activités l'après-midi qui sont reliées à la découverte de l'île, mais aussi à travailler sur certains points du mindset, à savoir la concentration, le lâcher-prise. Tu me diras où est le rapport avec le golf et la concentration, parce que c'est très technique. Le rapport avec le trading et par exemple, le mindset du tireur, parce qu'on a été faire des cours de tir. Parce que non seulement c'est technique, mais il faut énormément lâcher prise pour atteindre un objectif bien précis. Donc c'était très 360 et ça fait du bien à tout le monde, hein. Je suis sortie crevée, moi, mais tout le monde était bien. Ouais, bah ouais. Ah bah, bravo, c'est super. Et le retour en Guadeloupe, du coup, c'était plus. Pourquoi tu en parles comme d'une sortie de ta zone de confort? Parce que j'ai fait ça assez rapidement. Mon retour en Guadeloupe, c'était, j'ai ouvert un hôtel en Côte d'Ivoire. J'étais en Côte d'Ivoire pendant 3 ans. J'ai ouvert un hôtel avec mon compagnon à l'époque et ça a ouvert pendant 6 mois. Puis il y a eu une séparation et je me suis dit que le meilleur moyen de me retrouver moi, avec mon énergie et ce que je peux donner, c'est de revenir sur mon île. Parce qu'on est tellement bien chez nous et finalement, tout est paradisiaque ici. Je dis pas que c'est pas paradisiaque en Côte d'Ivoire. Je dis juste que comme je suis d'ici, c'est encore plus paradisiaque. Tout à fait, ouais. Et du coup, j'ai pris ce moment-là pour prendre une petite pause et me préparer à repartir correctement dans de bonnes conditions. Ouais. Là, tu veux toujours repartir en Côte d'Ivoire, du coup. Ben oui, parce que j'ai une entreprise là-bas. Ouais. Là-bas, j'ai une entreprise qui s'appelle Excelite Consulting, où j'accompagne, en fait, c'est vraiment du B2B. J'accompagne les entreprises dans tout ce qui est performance mentale et intellectuelle. Et finalement, j'accompagne une entreprise à se faire plus d'argent avec son potentiel humain. Parce qu'on a des CV qui sont incroyables, on crée des objectifs qui sont très forts, mais qu'on a du mal peut-être à faire atteindre ou à faire respecter parce que c'est une multinationale, parce qu'il y a beaucoup de personnes, parce qu'il y a un changement de culture. Et j'accompagne justement les entreprises à pouvoir mettre en avant le potentiel humain et leur performance mentale. Ouais. Ok, super. Mais c'est marrant parce que moi, alors le podcast, je l'ai créé en 2020, Ok, mais moi, je suis revenu en Guadeloupe en 2017. Et en fait, la création de ce podcast, c'était aussi par rapport à mon retour en Guadeloupe et pareil, à ma sortie de ma zone de confort où j'ai dû me réinventer en fait pour reprendre une activité professionnelle ici, parce que je ne faisais pas du tout la même chose quand j'étais à Paris. Et du ok. coup, ça me parle beaucoup le retour en Guadeloupe qui est en fait une sortie, enfin un effort qu'on fait, une adaptation qu'on fait. Donc voilà, ça me parle beaucoup. Oui, et tu sais, on travaille beaucoup notre ancrage, hein, le fait de retourner ici. Et on a tendance à le voir par ce que la famille va nous dire, ce que la famille va nous raconter, ce qu'on doit être. Mais Mhm. en fait, c'est nous qui expérimentons sur l'île comment est-ce qu'on veut être et qui est-ce qu'on veut devenir pour nous-mêmes et pour le partager à travers le monde. Parce qu'on a cette mission-là, qu'on le veuille ou pas. Donc, je trouve que c'est important de faire un petit retour, de prendre une pause, Ouais, sabbatique ou pas, avec un objectif bien précis, s'ancrer correctement. exactement. Exactement. Alors, tu as commencé à te présenter un petit peu, mais justement, j'aimerais que tu te présentes, euh, ouais, que tu te présentes un peu plus globalement en nous disant ce qui te motive au quotidien et pourquoi les neurosciences sont centrales dans ton travail. Puisque Ouais. je ne t'ai pas encore présenté, mais en gros, globalement, tu es une consultante en neurosciences. Je ne sais pas si on peut dire ça, mais en tout cas, voilà, c'est comme ça que je te vois moi. Et, euh, et voilà, donc je te laisse te présenter avant de continuer sur ce que moi, l'impression que j'ai eue en te rencontrant. Alors, ce que je vais partager avec toi dans cet épisode, c'est quelque chose c'est un exercice que je n'ai pas fait depuis plusieurs années. Je dirais peut-être, bon, on va sur 5 ans. Donc, c'est intéressant de voir comment est-ce que je vais me définir aujourd'hui dans moi, dans mon entièreté. Ouais. Ce que je dis tout le temps quand je pitch, c'est que je suis dans le bien-être mental. Donc, Mhm. j'accompagne, en fait, j'ai 2 entreprises dans le bien-être mental où j'accompagne les individus et les entreprises dans tout ce qui est bien-être mental et performance intellectuelle. Comment est-ce que j'en suis arrivée là? C'est parce que j'ai fait des études d'ingénieur au Canada, à Québec, puis ensuite travaillé à Montréal. Et je suis 5 fois ingénieur. Je ne le dis que très rarement, en fonction de là où je suis située.
Je suis ingénieure biomédicale, traitement des eaux, environnemental, chimiste et pétrole. Donc, tu vois que c'est un peu ce parcours-là qui m'a amenée aujourd'hui aux neurosciences parce que j'ai travaillé beaucoup dans ma formation universitaire à faire des outils pour justement pouvoir soulager par l'innovation les problématiques qu'on peut avoir par le fait qu'on soit humain et qu'on ait des pensées qui peuvent nous limiter au cadre qu'on est en mesure de créer. Et ce qui me parlait beaucoup dans mon expérience salariale, c'était vraiment le biomédical. Et je me suis rendu compte qu'on est en train de soigner des effets secondaires, mais qu'on ne travaille pas à la source. Alors que moi, ce qui m'intéresse, c'est pouvoir faire un travail qui va être bien précis, mais qui va atteindre plus de personnes. Et travailler par la source en faisant l'ingénierie biomédicale d'un corps, si tu veux, il y a quelqu'un qui va te dire, un médecin te dira, prends un comprimé le matin, prends un comprimé le soir d'un médicament, prends un demi-comprimé peut-être même. En fait, ce qui va faire que, je suis désolée pour le bruit, je vais mettre ne pas déranger, voilà. Ce qui va faire que tu vas prendre ton demi-comprimé ou pas, c'est pas parce que le médecin te l'a dit simplement, c'est parce qu'il y a un ingénieur biomédical qui a dit que ce comprimé-là, au vu de l'ingénierie du corps au complet, il faut en prendre seulement moitié. Et c'est mieux de le prendre le matin plutôt que de le prendre le midi, c'est mieux de le prendre pendant un repas. Mais avec ça, je partage en fait une réaction. Je suis sur l'effet secondaire. Donc, je suis sur, par exemple, travailler ta tension, diminuer l'hypertension, quelque chose comme ça. Alors que moi, ce que je veux, c'est pourquoi tu as les nerfs tendus. Ma question revenait toujours à l'élément principal. Et puis finalement, ça commence par une pensée, une manière de se sentir, une manière de se comporter dans cette expérience de vie sur Terre-là. Et du coup, je me suis intéressée au cerveau au début, donc par les neurosciences, comment le cerveau réagit. On est au 2026 et on comprend que le cerveau n'est pas seulement dans la tête, il est partout dans le corps. Parce que si je gratte ici et que ça me chatouille, c'est parce qu'il y a des neurocepteurs qui disent en fait à mon cerveau que ici on est en train de gratter. Donc j'ai commencé à travailler le système nerveux au complet. Donc ce que je fais aujourd'hui, c'est qu'à travers des programmes bien précis pour atteindre des buts bien précis, parce que je suis ingénieur, j'aime bien avoir des objectifs, Ouais. pour atteindre un but bien précis, il va y avoir différents programmes où on va travailler le système nerveux. C'est mon programme le plus principal. Pour tout ce qui est stress, anxiété, on peut aller sur burn-out et dépression si on est en début et qu'on vient d'être diagnostiqué. Donc c'est un peu ça. Et puis, donc je suis dans le bien-être mental dans cette approche-là et le bien-être mental également en entreprise où on est plus en performance mentale. Donc, je ne suis pas sur nécessairement le stress que va t'apporter ton entreprise, sauf si je suis missionnée par ça, mais je suis plutôt sur comment est-ce que tu peux avoir un cerveau aussi incroyable et ne pas pouvoir l'utiliser au plein potentiel parce que tu as un emploi du temps chargé, parce que tu es dérangé à gauche à droite. Et maintenant, on ne nous dit jamais, finalement, avec un cerveau comme ça, comment tu devrais utiliser ta to-do list pour qu'elle soit efficace. À quel moment tu devrais faire telle réunion. Et quand tu dois parler, à qui tu dois parler, sous quelle forme et dire quoi. Donc, c'est un peu ça et j'adore ce que je fais. Je suis une grosse passionnée de neurosciences. Je vais plus loin sur la partie énergétique avec la physique quantique. Moi, j'aime bien expliquer l'énergie par la science et vice-versa. Donc, c'est vraiment pas juste un boulot, une passion et je dis même une mission de vie parce que je fais très bien. Et tu as commencé à faire ça à quel moment? Enfin, à quel moment tu t'es spécialisé dans ce domaine? Est-ce que Euh, ce sont tes études ou c'est ton activité professionnelle qui t'a amené à cheminer vers ça? euh, j'ai envie de te dire un peu des deux. Les études m'ont amené à comprendre que je travaillais l'effet secondaire, mais j'avais besoin de Ouais. comprendre l'effet secondaire. Mon activité professionnelle en tant que salarié, très bonne entreprise, tout va bien, m'a amené au burn-out, Ouais. qui m'a fait comprendre en fait que je n'étais pas alignée avec ce que j'avais envie de faire. Là où on va me dire, Vanny, il va falloir que tu travailles ça et ça, moi je pose des questions très anodines, mais pourquoi en fait? Est-ce qu'on n'essaie pas de comprendre pourquoi? Mais en fait, c'est pas la mission de l'entreprise de comprendre pourquoi. Ça, tu sais de faire autre chose en fait. Ouais, Donc, c'est du clair. coup, j'ai compris que c'était pas adapté à ce que je voulais et c'est là que j'ai repris mes études en neurosciences et j'ai fait un certificat universitaire en neurosciences appliquées. Ok, super. Et tu as commencé à travailler directement à Abidjan ou enfin, qu'est-ce qui t'a amené à t'installer en Côte d'Ivoire du coup? Non, j'ai commencé à travailler en Guadeloupe, hein. J'ai commencé Ah, l'entrepreneuriat d'accord. en Guadeloupe en Ok. 2021.
où j'ai Ok. ouvert un cabinet qui s'appelle Cabinet Oya, Oui, en c'est haut ça. moule, qui a Ouais, très bien fonctionné et ouais. qui, on arrêtait. Il y a des gens qui faisaient 2 heures de route pour venir au rendez-vous. Donc j'ai eu un petit coup de pression 6 mois après pour ouvrir un autre cabinet. Et là, j'ai choisi Bemao. Donc j'ai ouvert deux Ok, cabinets. Il y en avait un au ok. moule, un à Bemao, avec juste Ouais, moi qui gérais les deux cabinets. ouais. Ça a fonctionné très bien et très vite. Les résultats étaient incroyables. J'ai eu Et l'expérience. tu étais donc neuropsychopathe. Neuropsycho. Oh là là, psychopathe. Neuropsychothérapeute. Oh mon À ce Dieu. stade-là, à ce stade de travail, écoute, j'étais neuropsychothérapeute. Donc, Ouais, c'était vraiment des thérapies qui sont appliquées aux neurosciences. ouais. Donc, et là, tu vois, les gens venaient me voir en patientèle. Donc, pendant 1 heure de temps, j'écoute les problèmes. Et avec ce qui me reste comme temps, je vais donner des astuces et des exercices en neurosciences. Et on se retrouve dans 2 semaines ou dans le mois prochain en fonction du budget de la personne également. Parce que tu comprends que plus je monte en compétences, plus également mes entreprises montent en compétences. Mhm. Et j'avais plutôt l'impression en fait que ça me faisait mal de voir que j'ai en face de moi quelqu'un qui s'est rendu vulnérable pendant 1 heure de temps. J'ai pas eu le temps de lui dire ce que je voulais lui dire et que je dois la laisser en fait pendant 2 semaines, 3 semaines et puis Ouais, on se se revoit débrouiller dans seul. 3 semaines. Ça, Ouais, j'avais pas l'impression de faire un travail qui est efficace. Moi, je suis quelqu'un qui est très très. Ce qui me drive dans la vie, c'est l'excellence. ouais. J'aime tendre tout le temps dans tout ce que je fais vers l'excellence. Ne serait-ce que dans ce que je mange, l'excellence, j'essaie de tendre au maximum vers l'excellence. Et je voyais en fait qu'il y avait un vide. Je travaille là encore de manière superficielle. Donc c'est pour ça que j'ai fait les programmes. À travers les programmes, ils m'ont moi en coaching 2 fois dans la semaine. Tu m'envoies un message, je suis un peu ta thérapeute par WhatsApp. Donc il y a quelque chose qui ne va pas, tu m'envoies une note vocale et 2 jours dans la semaine, je te réponds. Comme ça, on n'a pas à attendre 3 semaines. En plus des vidéos interactives où je te dis les choses, Ouais. on n'a pas à attendre 3 semaines pour que tu puisses te sentir accompagné et tu te sens pas seul. Parce que je te donne une information, tu testes, tu me dis comment est-ce que tu ressens la thérapie et on réajuste. Et peut-être qu'effectivement, dans ta vie, tu viens me voir pour une problématique, mais il y a un événement bien précis qui se passe en ce moment et qui fait que tu dois répondre différemment. Donc, je suis là pour les accompagner. Et donc, c'était des particuliers alors. À travers ces programmes-là, c'est pour les particuliers. Les entreprises, je suis en entreprise directement. On commence par un audit. Je Ouais, commence toujours par un audit parce que je ne veux pas faire n'importe quoi. Je veux savoir où est-ce que je vais, dans quoi je m'engage. Et je garde toujours en tête que c'est l'entreprise qui me mandate. Quand on est consultant en entreprise, je pense que tu le sais déjà, euh, les personnes ont tendance, parce qu'on est les consultants, les employés, à se livrer un peu plus, ce qui est mhm, génial. Mais malgré les problématiques dans lesquelles que j'écoute, mon objectif, c'est de faire performer l'entreprise. Donc, je suis vraiment mandatée par l'entreprise. Donc là, même mentalement, c'est un système de pensée différent pour moi. Je suis plus nécessairement dans l'écoute de tout. Je viens dans un objectif bien précis. Et à quel moment, du coup, tu arrives en Côte d'Ivoire? Je suis arrivée en Côte d'Ivoire il y a 3 ans. C'était 2022 ou 2023? 2023. Début, c'était en février 2023, du coup. Ouais. Ouais, février 2023. Et je suis arrivée là-bas parce que j'ai ouvert mes deux cabinets. Ici en Guadeloupe, ça fonctionnait très bien. Quand j'ai fait Moule, quand j'ai fait Bemao, j'ai fait un peu le tour de l'île. Ouais. Et Oui, il puis, manque Bastère encore. oui, il manquait Bastia. Mes journées étaient hyper, hyper remplies. Donc, je commençais à 7 heures du matin, je finissais à 19 heures. J'avais beaucoup de travail, ça, je peux pas me plaindre de ça. C'est même moi qui mettais des limites, hein, parce que c'était un peu trop pour moi des fois. Et je voulais savoir qu'est-ce que je vise plus grand qu'avoir une mentalité insulaire. Et je voulais être entourée de personnes qui ont l'esprit plus grand que moi et qui ne vont pas me dire, oui, mais tu as déjà deux, ça suffit. Ouais. Oui, Ouais. mais ça fonctionne bien, tu gagnes bien ta vie, ça suffit. En fait, j'ai entendu ça beaucoup en 1 an et demi et ça m'a juste. J'ai pas voulu. Au début, je me souviens de mes premières conversations, j'essayais de rassurer, de faire comprendre aux gens qu'on peut penser autrement. Et finalement, j'ai arrêté. C'est pas mon travail. Ouais. C'est pas mon travail. Moi, je fais mes affaires dans mon petit coin. Si ça fit, ça fit. Si ça va pas, c'est pas grave. On va s'arrêter à là où ça s'arrête.
Et j'ai voulu voir plus grand. Donc, la Côte d'Ivoire, je suis avec des amis ivoiriens depuis l'université. Dans ma cohorte, il y avait des Ivoiriens. Donc, on m'a vendu à Sini, Zone 4, tu vas venir. Quand tu vas venir, tu vas pas vouloir repartir. C'est ce qu'ils ont fait, hein. C'est ce qu'ils ont fait. J'ai été en Côte d'Ivoire un mois de décembre pour regarder le côté business et voir mes amis aussi. Et c'était incroyable. J'ai vu des personnes noires, des personnes qui me ressemblent dans l'excellence, dans l'opulence, parce qu'on a le droit, il y a des gens qui ont le droit d'être dans l'opulence. Un Guadeloupe, il y a des gens qui ont le droit d'être dans l'opulence. Même en Guadeloupe, on a le droit. Et des personnes noires, des personnes qui me ressemblent en fait, des hommes et des femmes. Je suis assise sur une table à côté et on me dit ici c'est tel ministre, tu vois, qui est là. Ouais. Ou dans le monde, je suis assise dans un restaurant et j'ai l'opportunité d'être dans le même restaurant où va manger le ministre à midi. Où on me dit ah ben t'es venu un peu trop tard, il y avait la première dame qui était là et sa délégation. En fait, je n'ai jamais vu ça. Et puis, quand tu es comme ça et que tu vois que c'est très sharp en termes de business et pas seulement en termes de personnalité, ça débloque un truc chez toi qui, à chaque fois que je reviens sur l'île, se referme. Je vais pas dire plus. Je ne peux pas. Ah oui, non, mais je vois tout à fait. Je vois tout à fait. Ouais. Moi, j'ai été 2 fois dans un pays africain. Donc, j'ai fait la Kinshasa et Dakar. Et les 2 fois, j'ai constaté ce que tu dis. Le fait que tu rencontres très rapidement des gens très importants. D'autant plus quand tu n'es pas du territoire, je pense. Ouais. Et effectivement, euh, on te présente très très vite des gens importants. Et j'imagine que quand tu t'installes là-bas, eh ben, si tu es pas trop mauvais dans ce que tu fais, que tu présentes bien et que tu es compétent, quoi, eh ben, tu peux effectivement ouvrir les portes assez rapidement. Même si, bon, à mon avis, comme partout, tu dois valider hein, ce que tu fais, hein, tu dois faire tes Mhm. preuves. Mais en tout cas, ouais, je suis d'accord avec toi, je suis d'accord, ça va très vite. Mais justement, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est que les neurosciences? Parce que c'est pas forcément tout le monde qui sait ce que c'est. Euh, voilà, en quoi ces neurosciences, en tout cas avoir cette connaissance du fonctionnement du cerveau, peut aider à, à manager la performance et à atteindre ses objectifs. Ok. Les neurosciences, ça fait pas si longtemps que ça. On va dire 25, 50, ça fait pas encore 50 ans. On va dire 25, Mhm, 30 ans mhm, que les ingénieurs ont créé, les ingénieurs biomédicaux ont créé assez d'outils pour pouvoir faire l'analyse et comprendre en fait le système nerveux au complet. Neurosciences, c'est les sciences de tout ce qui est neurologique dans le corps. Donc ouais, nerveux, système nerveux, cerveau. mhm. Euh, le cerveau, c'est... bah attends, j'en ai un ici. Voilà. Ah, je sais qu'on a tous un cerveau dans son salon. J'avoue, j'ai dit j'en ai un ici. Le cerveau, c'est un organe qui, malgré le fait qu'il soit beau, tout mou, en fait, ça ressemble beaucoup à de la graisse, avec beaucoup justement de terminaisons nerveuses qui passent à travers. Donc c'est très, il y a du sang et surtout de l'oxygène parce que le cerveau se nourrit d'oxygène, avec Ouais. des parties qui sont bien précises en arrière et en avant aussi. Il faut savoir que chaque zone dans le cerveau a un objectif très particulier. Si tu me parles d'une émotion, on parle ici. Si on parle de Mhm, logique, là, tu vois la manière dont je te parle et que je t'explique le cerveau, c'est mon cortex préfrontal qui répond et qui me fait parler. ok. Si ce que je te dis te fascine, c'est ton amygdale qui répond. C'est incroyable quand même. Rien que le fait de savoir quelle partie de ton cerveau répond à quelque chose, et c'est pas juste répond, c'est la manière dont il reçoit l'information. Parce que là, comme tu vois, il y a un nerf, et ce nerf-là, il va se dispatcher un peu partout dans le reste du corps. Ce nerf a pour objectif envoyer l'information que le cerveau a reçue, je le retranscris de telle manière. Donc, de quelle manière, pardon. Donc, de quelle manière, sous forme d'une émotion, sous forme Ouais. d'un point de vue physiologique. Ça peut être un battement de cœur qui va être plus rapide. Ça peut être une information, une pensée qui va dire, par effet secondaire,
dit à l'estomac d'arrêter de digérer parce qu'on doit se concentrer, parce que je ressens un danger. Le cerveau, il est très animal, donc comme je te dis, il y a la partie qui est derrière ici, qui est la partie qui est généralement prédominante. Même chez les animaux, tu vois, ils n'ont pas cette partie-là. C'est la partie qui est animale. Donc, c'est la partie qui a pour mission de nous faire vivre et survivre. Donc, son travail, à lui, cette partie-là, c'est de voir s'il y a un danger ou pas. Tout ce que tu fais est interprété. Est-ce que c'est dangereux pour moi ou pas? Même si ton truc, ta pensée, elle est hyper rationnelle, hyper logique, tu as une partie qui est très dominante, qui est omnibulée à savoir est-ce qu'il y a un danger ou pas à l'extérieur. La partie ici, c'est la partie qui met un petit peu plus de logique une fois qu'elle a compris qu'il n'y a pas de danger. Donc, tu comprends que pour avoir un peu plus de logique, être pragmatique et rationnel, je dois constamment dire à ma partie en arrière qu'il n'y a pas de danger. Des fois, tu peux avoir une pensée très bête qui va être interprétée dans ton cerveau comme un danger. Et c'est ce qu'on peut appeler, et ça me fatigue de dire ça, croyance limitante. Ouais, ok. Je trouve que ça devient, dès que quelqu'un a quelque chose, tu paniques parce que tu parles en public. Oui, j'ai des croyances limitantes. Tu es fâché ou tu sais pas comment dire à ta boss de ne pas te parler mal. J'ai des croyances limitantes. En fait, on va mettre des croyances limitantes. C'est très vaste. C'est une manière de justifier un comportement animal. Je suis très directe, hein, Donc c'est mais de c'est un l'instinct petit plutôt. peu ça. C'est exactement ça. Donc le cerveau, quand il sent qu'il n'y a pas de danger, il t'amène dans la logique. Euh, Ce qui est génial, tu prends des décisions, c'est ce qui te permet de faire un plan de vie, d'avoir une vision, de te dire quelle est la stratégie. Une stratégie se fait quand tu as un système nerveux qui n'est pas en danger, donc qui n'est pas en mode survie. Quand tu as un système nerveux qui est maintenant se sent en danger, tu as beau essayer de faire la stratégie, en vrai, c'est ton cerveau derrière, là, ton amygdale, et qui essaie de te dire, en fait, de prendre le contrôle de tout ce que tu fais. Un animal, si tu regardes dans le règne animal, quand il se sent en danger, il y a deux choses qu'il fait. Soit il attaque, le lion, soit il fait le mort, le possum. J'ai appris cette semaine que la grenouille faisait le mort également. C'est vraiment deux manières de réagir. Nous, qu'est-ce que ça veut dire? C'est soit donc où je fais plein de choses, je m'arrête pas, je vais dans tous les sens, ou soit je procrastine. Ouais, ouais, Tu vois? ouais, Donc ouais. finalement, nos réactions à toute cette expérience de vie sur Terre qu'on expérimente sont reliées à la manière dont on va recevoir l'information dans notre cerveau, la manière dont le cerveau va l'interpréter. Je trouve ça extrêmement fascinant. Ce que j'ai découvert aussi, bon, bah, c'est pas une nouveauté, hein, ce que je vais dire, mais ce qui est intéressant dans le cerveau, c'est qu'il fonctionne par courant électrique. C'est des bzz, 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 constamment. Les synapses qui vont se connecter, les neurones entre elles. Et ce que ça va faire, en fait, c'est que ces courants électriques-là, je comprends que c'est une énergie qui circule. Si c'est un courant électrique, c'est un courant énergétique. Et donc, intervient un mouvement énergétique. Mais du coup, où dans le corps il y a un mouvement énergétique, si ce n'est dans le cerveau principalement, qui se déploie dans le reste du corps, ça va plus loin, ça touche un peu la physique quantique, et ça, parce que ça touche la physique quantique, donc l'infiniment grand et l'infiniment petit, on pense tout de suite au spirituel. Donc, du coup, quand je dis, je le vois comme l'étude de qui je suis pour bien vivre cette expérience de vie sur Terre, et donc l'étude de comment l'autre est pour qu'il puisse bien vivre cette expérience sur Terre. Mais on peut contrôler ça ou pas? Quand c'est physiologique, c'est-à-dire un courant qui passe, et s'il y a du courant, ben c'est déjà, je ne peux pas dire arrête, hein. Mais par contre, je peux choisir quel type de circuit neuronal que j'active ou pas. Est-ce que j'active celui qui me fait peur, ou est-ce que j'active un autre? Je peux créer. C'est un peu ce qu'on appelle la neuroplasticité, pardon, la neuroplasticité qui te permet de modifier un peu la manière dont tu réagis. Tu n'es pas bloqué parce que tu as eu un traumatisme ou parce que tu as eu une expérience de vie qui a été très difficile, qui t'a créé peut-être un blocage. Ça ne te définit pas pour le reste de ta vie. Tu peux choisir, par la manière dont tu perçois les choses, quand tu penses à cette problématique, de répondre différemment, plutôt que répondre par la peur. Pas facile, mais ça se fait bien. Alors concrètement,
Je suis, on va dire, j'ai une idée d'entreprise, je souhaite créer ma boîte, mais je suis salarié, heu ben, voilà, du coup, j'ai peur de me lancer parce que, bah, peut-être que j'ai des contraintes, j'ai des obligations familiales, financières, voilà. Heu, Est-ce que du coup, la maîtrise justement de, de ses émotions, de la compréhension du fonctionnement de son cerveau, des synapses, ce genre de choses, euh, peut m'aider à dépasser ça. Et toi, en quoi ton accompagnement peut m'aider moi à, 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 à me dépasser, justement à franchir le pas vers, Mhm. vers cette création d'entreprise? Alors déjà, euh, quand tu es entrepreneur, tu comprends que si tu ne travailles pas sur toi, ton entreprise ne va pas grandir. Ouais, ouais, on dit beaucoup Plus, ça. Ouais. plus tu vas apprendre à te découvrir, plus tu vas apprendre à travailler sur toi et à comprendre tes réactions et la manière dont tu vois un problème, parce que tu as une entreprise pour résoudre un problème, plus tu vas apprendre à travailler tes perceptions sur ce problème-là. Donc pour tes perceptions, il faut que ton cerveau voit les perceptions différentes. Tu vas comprendre comment est-ce que ton entreprise va fonctionner. C'est la base de l'entrepreneuriat. Et tout entrepreneur qui a vraiment une vision long terme de son entreprise, j'ai envie de dire empirique même, euh, va travailler sur lui, n'est plus la même personne qu'avant. Je connais beaucoup d'entrepreneurs qui, quand ils regardent surtout des vidéos, qui regardent leur première vidéo qu'ils ont fait, ben j'ai dit ça, j'aurais pas dû dire ça à l'époque, Ouais, parce qu'à l'époque c'était ça ma vision, et c'est ok. Moi je suis ouais, quelqu'un, je suis pas la même personne que j'étais le mois dernier, parce que ouais. je fais tout le temps un travail là-dessus. La première chose dans le cas de figure que tu m'as mentionné, salariat, entrepreneuriat, c'est que l'entrepreneuriat, ça fait peur parce qu'il n'y a pas de limite. Quand il n'y a pas de limite, ça fait peur au cerveau. Ah, tu penses que c'est pour ça que les gens ont peur? C'est Parce qu'il n'y a pas de limite. la première chose qui fait Ok. peur. Parce que là où tu penses que tu as une limite, tu n'as pas de limite, ton échec, il peut être très profond, hein. Tu peux en sortir Ouais, avec une petite panoplie de cancers. Tu peux avoir des ouais. limites très, très Ouais. graves. Tout comme Je tu peux pensais que avoir c'était des limites plus, qui sont très grandes. je pensais que c'était plus par rapport au cadre. Tu sais, Le cadre. ben, le fait que le salariat, ça fournit un cadre sécurisant. Mais c'est ce que je te dis. Tu as une limite à la fin du mois, que tu aies fait quelque chose ou que tu n'aies rien fait. Tu sais exactement ce que tu vas toucher. Tu Ouais, peux planifier ce que tu vas faire demain. Tu peux planifier tes vacances. Tu peux planifier ton année. Quand tu es ouais. salarié, quand tu es entrepreneur, moi, je sais vraiment pas comment ça va se passer demain. Je Mhm, sais pas comment ça va se passer le mois prochain. Tout ce que je mhm. sais, c'est que plus je mets un système en place, plus le Ouais, système va se stabiliser. Et même si je sais pas comment ça va voler plus haut, mais je sais que les racines, elles sont bien. Donc ça, au moins, c'est bien. Et tu sais, quand tu passes de salarié à entrepreneur, syndrome de l'imposteur, si tu es ouais, excellent, même si tu es pépite, tu es tellement bien qu'une entreprise te paye pour que tu puisses rester avec elle, ouais. avec un poste incroyable. Mais tu vas te dire en fait que je ne suis peut-être pas la personne qu'il faut parce que moi, mon expérience, elle est plus salariale. Je n'ai pas d'expérience en management, je n'ai pas d'expérience en communication, je n'ai pas d'expérience en comptabilité parce qu'on n'arrête pas de prendre management, mais comptabilité, c'est hyper lourd. Voilà. Il faut apprendre à se gérer soi-même parce que je suis désolée, si juste tu fais ça et que tu arrives et que tu es de mauvaise humeur et que ton équipe te voit de mauvaise humeur, peut-être que j'avais une idée incroyable en tant que salarié maintenant pour toi, mais que c'est pas le bon jour, c'est pas la bonne semaine, c'est pas le bon mois, c'est pas la bonne année, et tu perds un potentiel incroyable dans ton entreprise. Pas facile hein, d'être entrepreneur. Ça dépend du niveau qu'on veut avoir, mais il faut te dire que plus tu veux expandre, plus tu veux grandir, plus il va falloir que tu fasses un travail sur toi à l'intérieur. Donc naturellement comprendre comment, dans quelles conditions idéales, je déclenche mon cortex préfrontal. Logique, rationnel, pragmatique. Mhm. Quelles sont les conditions idéales? À quel moment je déclenche cette partie de mon cerveau à l'arrière parce qu'il y a peut-être une situation compliquée au travail que je dois faire preuve d'empathie? À quel moment je choisis d'être empathique? Tu vois? Et plus tu apprends à te maîtriser, tu sais passer d'une partie de ton cerveau à un autre très rapidement, par une respiration. Tu prends la bonne respiration au bon moment, tu switches de partie de cerveau. Ouais, 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 ouais. Ok, ok, très bien.
Je voulais maintenant aborder avec toi un autre thème qui moi m'intéresse énormément parce que ça a vraiment un lien avec ce que moi je fais dans, en tant qu'indépendant, qui est lié à l'apprentissage. En préparant notre interview, alors moi les neurosciences m'intéressent depuis longtemps, mais bon, jamais vraiment pris le temps de m'y intéresser. Euh, et, euh, et en fait, je suis tombé sur une interview d'un mec qui s'appelle Stanislas Dehaene, je sais pas si tu connais, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Apprendre les talents du cerveau. Bon, voilà, il décortique 4 piliers d'apprentissage. Ok. Il parle de l'attention, de l'engagement actif, de l'erreur, de la consolidation. En gros, que voilà, l'attention, c'est le fait que notre cerveau choisit ce qu'il fait rentrer dans le cerveau. L'engagement actif, c'est le fait que tu apprends en étant actif, en étant engagé dans ce que tu fais. L'erreur, bah, c'est le fait on apprend en faisant des erreurs. Mhm. Typiquement, les enfants apprennent en faisant des erreurs, voilà, en tombant, ce genre de choses. Et la consolidation, c'est la répétition des apprentissages. Et moi qui digitalise des formations, c'est exactement, en fait, je me rends compte que, en fait, tout ça, je l'applique dans ma pratique, tu vois, où je vais utiliser des techniques par exemple, d'engagement, d'évaluation, d'interaction. Il y a plein de choses comme ça qu'on va mettre dans des parcours de formation en ligne pour justement retenir l'apprenant, l'engager dans la formation et susciter son intérêt, tu vois. Et je me Mhm. demandais du coup, comment, toi qui accompagnes les entreprises, comment tu penses qu'une entreprise peut optimiser ses apprentissages, peut optimiser la montée en compétences de ses collaborateurs? Parce que, voilà, vas-y. Ouais, je vais partir sur la base culture d'entreprise. Combien Mhm. d'entreprises ont une culture d'entreprise seulement pour des PowerPoint, pour des documents PDF, mais qui Ouais. n'appliquent pas la culture d'entreprise? Ce qui va faire que je vais rester dans ton entreprise et que je vais performer, c'est parce que je sais quelle valeur que tu as envie de dégager. Je sais en fait c'est quoi, c'est humain. On est une somme d'humains à travailler. La somme d'humains crée le business et répond à la problématique. Mais c'est la manière en fait dont tu définis ta culture d'entreprise, pas ta mission, vraiment ta culture d'entreprise, c'est-à-dire comment est-ce que tu vois, comment est-ce que tu veux que ce problème soit résolu. C'est ce qui va faire en fait que je vais me dire, ça me plaît. Tu peux avoir un dirigeant qui est très très dur et très connu dans le monde pour être extrêmement dur avec les gens. Toi, tu es là et tu restes, pas parce qu'il est dur avec toi, mais parce que tu comprends pourquoi il est dur envers lui-même et avec les autres. Et tu comprends pourquoi il est comme ça par la culture d'entreprise. Mhm. Euh, donc, pour répondre un peu à ta question, hein, ce qui va faire en fait que le B à bas pour moi, pour qu'un humain puisse se sentir bien et à l'aise dans son entreprise, ça va vraiment être dans quel cadre tu le mets. Ensuite, dans la culture d'entreprise, il faut qu'il y ait des valeurs. Tu me dis des valeurs aujourd'hui qui peuvent être très universelles, hein. Je prends un exemple, la sincérité. On va prendre cet Mhm. exemple-là. Je ne sais pas quel type d'entreprise pourrait avoir la sincérité comme valeur, mais tu peux avoir ça en fait comme valeur d'entreprise. Il faut que dans ce que tu dégages entre vous, en fait, dans ce qui est dégagé dans l'équipe, qu'il y ait de la sincérité. Si tu me mets comme valeur de la transparence, parce que peut-être que les problématiques que tu résous apportent de la transparence en fait à tes clients, mais qu'à l'intérieur, on ne dit pas les choses, ce n'est pas fluide, il y a beaucoup de non-dits et qu'il n'y a pas de transparence. Moi, ce qui faisait que même si c'était pas mon travail, même si c'est pas mon métier de base, mais que je me plaisais et que je performais, même mieux que quelqu'un qui aurait peut-être fait ces études-là, c'était parce que ça me drive dans mes valeurs. Parce que ça Ouais. touche mes valeurs, que ça touche mon cœur, je peux faire plus que ce que je ne peux penser faire. Mes limites vont plus loin parce que ça vient toucher une valeur d'âme. Mais dans le cas où ma valeur n'est pas respectée, c'est là que tu sens qu'il y a un burn-out qui vient se mettre en place. Et c'est là, en fait, que ton équipe, qui peut être incroyable, va sous-performer. Parce que tu lui apportes quoi en dehors de l'argent chaque mois?
Tu vois ce que Ouais, je veux dire? On passe beaucoup de totalement. temps en entreprise, hein. Il faut on parlait d'apprentissage, il faut que ce soit un endroit où on puisse grandir aussi. Il faut que si, par exemple, je dois rester le soir à 18 heures pour que je puisse apprendre un peu plus sur les neurosciences, il faut que c'est parce que ça me tient tellement à cœur que j'ai envie d'en apprendre plus. Mais si c'est très superficiel et que finalement, on fait semblant qu'on dit quelque chose mais qu'on n'est pas, tu vois, je vais faire semblant de te dire que je connais les neurosciences, quoi. Ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises où tu vas avoir. Alors, il y a des choses qui sont mises en place des fois, enfin souvent. Par exemple, je pense aux évaluations annuelles qui, vont, qui vont fixer des objectifs. Donc, ça Mhm, va être une forme de management de collaborateurs en se disant, ben voilà, la personne a ses objectifs et on va la récompenser à la fin de l'année, il y a des primes, ce genre de choses. Mais des fois, ça ne suffit pas forcément, effectivement, à motiver les personnes correctement. Et effectivement, je suis d'accord avec toi, hein, le fait d'avoir des valeurs communes donne mhm. un sens, en fait, tout simplement à son travail. Il va justement aider à la performance, quoi. Absolument, parce que même si ça va pas, je sais que je le fais pour quelque chose qui est plus grand que nous, pour une valeur commune, Ouais, c'est tu ça. vois. Et sous cette base-là, tu peux faire beaucoup de choses. Tu peux négocier, tu peux vendre par la valeur. Moi, j'adore ça. Ouais, exactement. Et qu'est-ce que tu penses du coup du développement de la technologie? On est depuis quelque temps, enfin, le mot que tout le monde a à la bouche, c'est IA. On sait que l'IA a, a des avantages et des inconvénients. En termes cognitifs, l'IA est souvent accusée de nous abrutir, hein, parce que effectivement, on devient plus productif, plus efficace, plus rapide, mais en même temps, on ne réfléchit plus. Donc, on baisse en compétences au final. Euh, voilà, qu'est-ce que toi tu en penses par rapport au développement du cerveau et justement, encore une fois, ce côté performance? Euh, Ce serait pareil que pour le téléphone, ce serait pareil que pour Internet, en fait. C'est le même principe. Ce serait pareil que pour les réseaux sociaux. Ce sont des outils qui sont incroyables. Personnellement, j'apprends beaucoup plus de choses avec l'IA, mais il faut savoir l'utiliser. Il faut savoir l'utiliser dans le sens où ce qu'une IA va te dire, c'est pas ce que toi tu vas dire. Ouais, C'est juste ce que le monde dit. Et non toi, ce que tu vas dire. Il faut challenger ce que l'IA dit. J'utilise l'IA au quotidien et jamais il n'a la réponse juste. C'est mhm, vrai ce qui est dit, ok, ça fait plaisir à tout le monde, il te donnerait la même réponse. Mais moi, je sais de par mon expertise, de mon expérience, de ce que j'ai déjà vécu et de ce que j'ai envie de dégager dans le monde, c'est pas comme ça que je l'aurais dit. Malgré le fait que l'IA soit convaincue de le dire avec mes mots et ma manière de faire, en fait. Non, t'essaies juste, mon gars, mais c'est pas pareil, en fait. Je vais toujours challenger, peaufiner, dire pourquoi tu le vois plus court, par exemple, pourquoi pas développer là-dessus. Il faut apprendre à utiliser l'outil comme une discussion. Donc déjà, moi, ce que je recommande vraiment, c'est avoir l'idée, travailler l'idée et questionner l'IA. Mais pas avant. On ne fait pas le processus inverse. Effectivement, ça a un impact sur le cerveau. Le cortex préfrontal, qui est celui qui prend les décisions, se retrouve moins sollicité. Et parce que l'IA, c'est nouveau, notre génération, ça fait plaisir. Donc ça va créer un peu de dopamine. Donc lui, il va avoir plus de dopamine, lui, il va être moins sollicité, jusqu'à ce qu'un jour, tu trouves que les réponses de l'IA ne te satisfaisent plus, ne se satisfont plus, pardon. Et puis là, tu vas te rendre compte que ça ne me satisfait pas, donc il faut que je cherche, que je réfléchisse. Et tu trouves que l'IA est devenue nulle. Et tu es un peu ouais, frustré. Tu vois ce que je veux dire? Donc il faut apprendre à utiliser correctement l'outil, tout comme il faut apprendre à correctement utiliser son cerveau. Pour moi, c'est la même chose. C'est tout comme tu apprends à correctement utiliser comment est-ce que tu marches, ta démarche, la manière de te tenir, comment tu te tiens droite ou droit. En fait, il faut mettre une intention. Alors, c'est un des points aussi que je veux faire ressortir. Il faut faire les choses avec une certaine intention. Pas te dire que tu vas le faire pour faire plaisir ou pour juste pour faire, parce que un des soucis que je rencontre et qui peut être compliqué, c'est les gens qui disent j'ai accès à tout aujourd'hui, pourquoi est-ce que je devrais aller en thérapie? ouais, ouais. Euh,
tout ce que l'IA connaît aujourd'hui, il n'a pas inventé quelque chose de nouveau, c'est disponible dans les livres. Tu n'apprends pas quelque chose de nouveau, c'est pas, c'est juste la forme qui est différente, mais un livre te donne exactement la même information. C'est juste que tu n'as pas pris le temps de lire un livre, tu l'as eu simplement par l'IA, ça a été plus rapide. Mais l'information n'est pas nouvelle. Tu as juste eu accès à l'information. Si je te fais écouter, ne serait-ce que le podcast là, sans mettre une intention derrière, quelqu'un va l'écouter, va dire: Oh, j'ai écouté le podcast avec Vanny et Jude, c'était vraiment top. Ils ont parlé d'IA, de neurosciences et tout. Mais ils ont dit quoi exactement? Tu sais pas. Parce que tu n'as pas mis ta tête dedans. C'est comme lire un livre incroyable, mais demande-moi ce que le livre a dit 2 mois après, je sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est que le livre, il est bien en fait. Parce que tu n'as pas mis d'énergie, d'attention, comme l'exemple que tu m'as sorti tout à l'heure de Stanislas, d'attention et d'intention dans ce que tu vas faire. Et c'est là que le cerveau prend encore plus de valeur et de place. C'est qu'il faut déposer l'attention dans ce que tu veux faire et tu vas voir que la manière dont tu vas le faire va être différente. Donc, je ne le vois pas nécessairement comme quelque chose qui est pas bien. Je trouve que ça crée plus de confiance chez tout type de population, justement. Euh, je me souviens dans l'hôtel que j'ai construit à Abidjan, j'avais des employés qui savent à peine lire et écrire, hein, parce que c'est situé dans un village, mais qui utilisaient ChatGPT pour me faire des réponses et je recevais des messages tellement bien écrits. Je trouvais ça très cute. Je sais même pas s'ils ont compris même ce qui est tout écrit, mais je trouve Ouais. ça très bien et puis ça me permettait d'avoir des discussions qui étaient à leur niveau finalement après. Donc c'était ça. Il faut savoir l'utiliser correctement. Ça fait qu'il se sent plus à l'aise à venir me parler avec une hauteur qu'il estime être ma hauteur. Mhm, 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 Donc mhm. ça fait pas du mal à tout le monde, il faut juste l'utiliser correctement. Ouais, je comprends. Bon, alors en tout cas, je t'ai promis qu'on restait sur les 3 quarts d'heure. J'ai quand même une ou deux questions supplémentaires, un Vas-y. peu des questions un peu complémentaires, on va dire. Euh, je voudrais savoir quel est le plus grand risque que tu as pris dans ta carrière professionnelle, dans ta vie professionnelle, et comment est-ce que tu as préparé ton cerveau à ce changement? Le plus grand risque que j'ai pris, c'était partir en Côte d'Ivoire, Ouais, parce que je t'ai dit que ça fonctionnait très bien en Guadeloupe. ouais. Complètement folle de se dire que je ferme les cabinets pour aller voir ce que la Côte d'Ivoire a à me donner pour faire du B2B. Alors que je te dis que j'étais dans du B2C, j'étais avec une patientèle. Ouais. Donc c'était dans une culture différente que j'ai juste découvert et entendu en vacances et par des étudiants à l'université. J'en avais aucune idée de c'était quoi la culture d'entreprise là-bas. Et ouais, c'est le plus gros risque que j'ai pris. Ça fait très peur, je te dis ça, j'ai mes tripes qui bougent parce que je me souviens de cette peur-là, mais elle fait du bien, cette peur. Oh là là, une fois Et que tu l'as comment tu as passée. fait? Comment tu as fait pour t'y préparer, du coup? Mentalement, je savais que je suis quelqu'un qui, c'est propre à moi, hein. Moi, je suis quelqu'un qui, je sais absolument que la manière dont ma vie va finir, dont je vais avancer dans la vie, ça va être incroyable, ça va être pépite. Je me dis que Ok. Dieu, parce que je suis croyante, ne m'a pas créée pour que je puisse être là à leurrer et à faire n'importe quoi. Surtout parce que j'ai envie d'apprendre et j'ai envie d'avancer. Donc, et parce que j'ai cette foi et je suis persuadée de ça, donc du coup, toutes les épreuves qui paraissent énormes pour les autres, elles sont grandes, mais je passe à travers. Ça me crée moins de stress et d'anxiété parce que je suis convaincue que derrière, ça va aller bien. Et cette conviction-là m'aide à faire des choses que les gens trouvent quand je raconte mon parcours. Mais c'est incroyable, mais c'est fou ce que tu as Ouais. fait, comment vous avez fait, comment tu as ci, comment tu as ça. Ben, je sais pas, je sais juste que j'ai envie de le faire. Je me réveille les matins, il y a encore l'envie qui est là, ça veut dire que je dois le faire. Et que si je le fais pas, je me sentirais extrêmement mal et j'aurais l'impression de ne pas avoir respecté les dons que Dieu m'a donnés. Génial. Ouais. On va finir comme ça sur un point spiritualité, du coup. Ah bah c'est une ouais 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 c'est une très bonne conclusion. Je voulais juste savoir s'il y a quelqu'un ou quelque chose qui t'inspire. Est-ce que tu as par exemple un mentor ou même peut-être un fonctionnement, une habitude que tu renouvelles
quotidiennement pour rester dans ton mindset? Je suis en compétition avec moi-même. Ah, ouais. Et je te jure que quand je pense à la Vanille de hier, je me dis, waouh, c'est une bête de femme, j'ai tout intérêt à faire mieux aujourd'hui. T'as ça, Ah, ouais. et t'as la Vanille de 80 ans qui se dit, si Ah, t'avais l'âge que t'as aujourd'hui et que tu dois refaire quelque chose différemment, comment tu le ferais? Je suis ouais. tellement en compétition, j'ai pas le temps de... Et c'est ce qui fait que je suis très concentrée en business et dans ma vie, et que je me mélange pas trop, beaucoup. C'est pas, je suis tellement en train de... Pas un travail d'introspection, parce que trop fouiller non plus, ok, j'ai compris que c'est tel mot qu'on m'a dit, que mon prof m'a dit quand j'étais à l'école, qui fait que j'ai tel trauma. Ok, ok, c'est bon, on a compris. TDAH, HPI, tu peux mettre tous les noms que tu veux aujourd'hui, il y en a plein. Il y a tout un spectre de l'autisme d'ailleurs pour mettre des noms dessus. Mais je suis juste en compétition avec moi-même. Je vis une expérience de vie sur Terre dont j'ai plus d'expérience tous les jours. Et de cette expérience-là, j'ai le devoir d'en faire quelque chose de mieux. Tu vois? Mhm. Si j'ai appris comment est-ce qu'on plante des tomates, je ne vais pas faire l'idiote et puis me dire que je vais planter des tomates n'importe comment demain. Je vais me dire, ben, je sais que c'est comme ça que je dois préparer la terre pour que je puisse planter la tomate. Je le fais naturellement pour la tomate. Je dois le faire naturellement pour moi. Je sais comment que ça fonctionne. Il y a des choses que je ne sais pas. Peut-être que je ne sais pas comment est-ce que le piment va pousser. Donc, je vais peut-être tester le piment à la manière dont je fais la tomate. Et je vais voir si ça correspond ou pas. Ou je vais regarder là où il y a du piment qui est planté et me dire que, ah, eux, là-bas, la terre n'est pas comme à moi. Peut-être que c'est pour ça que mon piment, il a effectivement poussé, mais il n'est pas aussi gros. Ou peut-être que c'est parce que ma terre est justement différente de leur que mon piment, il va sortir plus gros. Je ne sais pas. Il faut que je teste, il faut que j'expérimente. Et cette expérience-là, si elle est très positive ou pas, me rendra meilleure qu'hier. Toujours en compétition avec Vanille de la semaine dernière. Ouais, C'est très inspirant. C'est extrêmement inspirant et merci beaucoup, Vanille. ça m'a fait Et plaisir. ouais, ouais, vraiment merci. Et je suis vraiment content pour cette interview. Et il y a encore plein de sujets que j'aurais aimé aborder avec toi. Ce sera peut-être l'occasion de faire un autre épisode, un autre jour, hein, qui sait. Avec Et plaisir. puis, mais en tout cas, voilà, merci beaucoup. Et Et merci de puis, m'avoir donné l'opportunité de partager cette partie de mon parcours et de ma manière de penser. je t'en prie, ça me fait plaisir. Top. Eh bien, à très bientôt alors. À bientôt.